Vous écoutez le journal du festival qui est réalisé par Baptiste Bozon et qui vous est présenté par Faustine Bassac et Aurélien Dufour. Bienvenue dans cette 36e édition du Festival du Livre de Mouans-Sartoux. Dessine-moi la paix, c'est le thème cette année. Et oui Aurélien, nous avons rencontré les dessinateurs du festival pour leur demander leur manière à eux de représenter la paix. Le festival, c'est aussi l'écologie, comment sensibiliser les plus jeunes au changement climatique. Découvrez le lauréat du prix du livre engagé pour la planète dans la catégorie jeunesse. Et si vous avez toujours rêvé de slammer comme Grand Corps Malade, c'est possible. Des ateliers slam sont organisés toute la journée. Quelques courageux se sont essayés à notre micro. Vous les écouterez en fin de journal. La guerre, on se l'imagine facilement en images. Des soldats, des chars, du sang, mais la paix. Dunvel Ramalingam est allé demander aux professionnels du dessin présents au festival comment dessine-t-on la paix. Je sais pas, en plus on vient de faire un livre sur la guerre, donc c'est un peu compliqué. Pas si facile de répondre à cette question pour Jocelyn Duparc-Meur, dessinateur des romans graphiques 3-0, Waterloo et Salade César. Mais assez vite, quelque chose lui vient. Paradoxalement, représenter la guerre, c'est souvent le message, c'est quand même pour privilégier la paix, quoi, et de montrer les conséquences de la guerre pour notamment apprécier la paix. Et oui, utiliser les armes de guerre pour en faire des instruments de paix, c'est aussi comme ça que Jean-Pierre Diric, l'un des dessinateurs de Pif Gadget, dessine la paix. J'ai fait un char d'assaut, et le canon du char d'assaut, c'était un crayon. Et avec ce crayon, le char d'assaut dessinait une colombe sur un papier que lui tendait un petit enfant. Ce n'est pas la première fois que l'on s'interroge sur sa représentation. La paix, c'est le sujet des nombreuses affiches présentées sur le stand d'Amnesty International au festival. Eux, en plus de la faire dessiner, ils luttent pour elle. Christian, dessinateur de presse, est l'un des artistes ayant prêté sa plume à l'association. Il nous dévoile comment lui dessine la paix. Quand on fait un dessin, de toute façon, le but c'est quoi ? C'est d'être compris, et d'être compris rapidement et vite. Donc, c'est la colombe, quoi. Elle a tellement été utilisée que finalement, l'idée, ça va être de trouver une façon originale d'utiliser ce symbole, cette image, ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Sur son dessin le plus récent, on peut voir une colombe voler les brins d'herbe sur le casque d'un soldat dans les ruines d'une ville ukrainienne. Vous pouvez retrouver tous ces dessinateurs à l'espace bande dessinée, Espace D. Le prix Nobel de la paix vient d'être attribué à l'Iranienne Narges Mohammadi. Et justement, la présidente du festival, Alia Atey, est aussi iranienne. Elle a fait de sa vie un combat pour les femmes en Iran et en Afghanistan. Dans son livre « La frontière des oubliés », elle dévoile son parcours de sa fuite de l'Afghanistan avec sa famille vers l'Iran. Audrey Dequina nous dresse son portrait. Romancière, activiste, féministe, difficile de résumer l'identité de cette femme en quelques mots. Difficile aussi de séparer ses casquettes les unes des autres, puisque son activisme passe par l'écriture. Publié cette année, La frontière des oubliés est le premier texte d'Alia Atey, traduit et publié en français. L'ouvrage s'inspire de son enfance pour décrire une existence partagée entre l'Iran et l'Afghanistan. Le roman représente deux de ses combats les plus acharnés, celui contre l'oubli des victimes de la barbarie du régime iranien et la lutte pour l'émancipation des femmes iraniennes. Dans une interview menée par Le Grand Continent, elle dit d'ailleurs s'inspirer des paroles de Maya Angelou, qui écrit « À chaque fois qu'une femme se bat pour ses droits, sans le revendiquer, sans même peut-être le savoir, elle se bat aussi pour toutes les femmes ». Pour en savoir plus sur la frontière des oubliés, rendez-vous au gymnase de la Chênaie où Alia Atey donnera un entretien ce soir dès 18h45. Également présidente du festival, Akira Mizubayashi dévoile son livre Suite inoubliable à 16h30. Vous connaissez forcément son nom ou son visage. Hippolyte Girardot, l'acteur français, sera au Parc du Château à 15h30 pour présenter son premier livre, un film Disparaît. À la façon d'un polar, il enquête sur la disparition des bobines de son premier film. On vous le disait, Mouans-Sartoux, c'est aussi un festival lié à l'écologie. 25, 28, puis 30 degrés. Il va faire chaud, très chaud encore ce week-end dans les allées du festival. Le mercure explose tous les records pour un mois d'octobre. Monsieur Mercure et moi, tout est dit dans le titre de ce livre de Marianne Abcedris, lauréate du prix du livre engagé pour la planète dans la catégorie jeunesse. Le défi, sensibiliser les plus petits aux enjeux du changement climatique. Marie-Louise Gourdon, la commissaire du Festival du Livre, nous l'explique au micro de Lali Merel. Nous, ce qu'on recherche, c'est le prix du livre engagé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus. Il y a un message, il doit être dans le livre. C'est pas juste de dire tiens, il y a des arbres, c'est beau, c'est intéressant. C'est pourquoi il faut des arbres. Et pour nous, c'est essentiel que les enfants soient tout de suite dans cette problématique, qu'ils sachent que c'est leur avenir évidemment qui se joue là, et que donc on a besoin de les informer, voire de les alerter, que du coup on sensibilise à cette idée que tout est fragile et que ce réchauffement climatique n'arrange rien.
Et justement, que pensent les enfants du changement climatique ? Quand on parle comme ça, on se dit c'est pas grave, ça va passer, mais après on sait pas ce qui va se passer. Ça me fait très peur parce que j'ai peur que du jour au lendemain, on disparaisse. Des fois, on se dit c'est juste un déchet, mais déchet sur déchet, ça en fait des montagnes. La planète il s'échauffe parce que nous, les humains, on est en train de salir, on va dire. Ça fait pas autant je suis vivant et de réfléchir que la planète peut se détruire, c'est un peu choquant quoi. Pour découvrir Monsieur Mercure et moi et rencontrer son auteur, rendez-vous au stand D136 dans l'espace jeunesse. Pourquoi on se bat ? C'est ce que va expliquer la militante écologique Camille Etienne à travers son documentaire qui vise à sensibiliser le public à l'urgence climatique. Dès 14h, vous pourrez aussi débattre autour de son essai pour un soulèvement écologique. En Bretagne, des algues nuisent à l'environnement. Elle tue des oiseaux, des chiens et même des humains. Pierre Jolivet retrace l'enquête d'Inès Léraud dans son film Les algues vertes, des plantes qui envahissent les plages bretonnes. Quels risques ? Comment apparaissent-elles ? Expliquez-nous, Lucie Verdier. Eh bien, ces algues, quand elles s'accumulent en quantité trop importante, elles produisent des gaz toxiques. Ce phénomène engendre des émanations de sulfure d'hydrogène appelées H2S. Respirer ce gaz est très toxique. Cela peut provoquer une simple gêne, mais aussi des malaises graves, voire mortels, en fonction de la proximité de la source et de la quantité de gaz libéré. Depuis 10 ans, 6 hommes, 36 sangliers et plusieurs chiens seraient morts après avoir été en contact avec ces algues. L'agriculture industrielle, c'est la première cause de ces dangers. Dans les déjections des animaux d'élevage intensif, on retrouve des nitrates en très grande quantité. Ces nitrates se jettent dans les cours d'eau et dans les sols, et c'est là que ça devient toxique. Et la Bretagne, c'est la région française qui produit le plus. Lait, œufs, viande de porc, volaille, veau. Ces centaines de milliers d'animaux concentrés sur les terres bretonnes, ça fait beaucoup d'excréments. Oui, en effet. Et du coup, Lucie, concrètement, comment le film aborde-t-il ce problème ? Eh bien, Les algues vertes, réalisées par Pierre Jolivet, c'est l'adaptation donc de la bande dessinée d'Inès Léraud. La BD graphique Algues vertes, l'histoire inédite, elle revient sur les 4 ans d'enquête de la journaliste sur les dégâts de l'industrie agroalimentaire bretonne. À travers ces rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, son but est de faire éclater la vérité. Inès Léraud parviendra-t-elle à faire éclater la vérité ? Réponse ce soir à 18h30 au cinéma La Strada. L'écologie, c'est sans doute un sujet que vous abordez à table le soir avec vos enfants, l'occasion de créer du lien. Oui, parler de tous les sujets sans tabou, c'est le but de Marie-Aude Muraille. Elle a même reçu la Légion d'honneur pour service rendu à la littérature et à l'éducation en 2018. Rien de mieux qu'une histoire pour déclencher des débats en famille. Marie-Aude Muraille est persuadée que la littérature permet aux enfants et aux parents de se rencontrer. Écoutez-la. Je pense qu'elle aide à l'humanité d'une manière générale. J'en ai parlé avec les 3e, elle aide à l'empathie. Donc ça permet aux adultes de comprendre les ados et réciproquement. C'est pourquoi dans mes livres, je ne cible pas uniquement comme personnage un personnage ado ou un personnage enfant, mais je fais se représenter toute la société. Donc ça permet aux uns et aux autres de mieux se comprendre. Et c'est ce que me disent les parents, les grands-parents aussi. Ça leur permet de mieux comprendre leurs enfants. Et surtout, ensuite, ils ont des sujets de conversation. Des propos recueillis par Nina Haussmann. Si vous êtes intéressé par la conférence La littérature jeunesse au service des parents, vous pouvez rencontrer Marie-Aude Muraille à 14h sur la scène littéraire. On peut créer du lien dans la famille, mais aussi à l'école avec les professeurs. Problème, le métier d'enseignant n'attire plus ces dernières années. Mauvaises conditions de travail, manque de reconnaissance, la profession ne donne plus envie. Philippe Mérieux, écrivain et chercheur français, a toujours écrit sur la situation de l'éducation française. Dans son dernier essai « Qui veut encore des professeurs ?», il tente d'expliquer ce déclin. Ça ne peut pas ne pas interroger nos démocraties. Quand un pays comme nous ne sait pas attirer ses jeunes vers le plus beau métier du monde, celui qui prépare l'avenir pour nos enfants et pour nous-mêmes, eh bien je pense qu'on doit se poser sérieusement des questions. Il ne faut pas seulement donner un peu plus d'argent à l'embauche, il faut que cela se répercute tout au long de la carrière et pour tout le monde et d'une manière juste. Mais il faut aussi, je crois, que les enseignants se sentent plus et mieux reconnus, à la fois par leurs ministres, par leurs cadres, mais aussi par l'opinion publique. Et qu'en pensent les principaux intéressés, les professeurs eux-mêmes ? Gaspard Languel les a rencontrés à l'image de Aurélie Gel, professeur de lettres au collège Gérard Philippe de Cannes-la-Boca. Ça fait en fait plus de 10 ans qu'au concours de recrutement de l'enseignement, il y a moins de candidats que de places à pourvoir. Et on s'en inquiète aujourd'hui. Je pense qu'il aurait fallu réagir il y a bien longtemps. Et maintenant, on voit les effets, malheureusement.
Et s'il a fallu 10 ans pour qu'on en voit les effets, on peut supposer qu'il faudra 10 ans, si jamais il y a une prise de conscience aujourd'hui et des mesures fortes qui sont prises, pour remédier à ces effets. D'un point de vue financier, selon le dernier rapport de l'OCDE, le salaire d'un enseignant français en milieu de carrière est inférieur de 15% par rapport à la moyenne européenne. Un ancien ministre des Affaires étrangères pour parler de l'évolution du monde. Oui, Hubert Védrine, ministre sous Jacques Chirac, vient avec une vision du monde, un livre où il donne son analyse des mutations géopolitiques de l'histoire. Début de l'entretien aujourd'hui à 14h30. Après Balance ton port, balance ton sport. C'est le nom de la plateforme mise en place par le gouvernement en septembre. Le but, lutter contre les violences dans le milieu sportif. En série ou en livre, la culture se saisit de ce fléau, comme nous l'explique Flavie Veillas. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de survivre. J'étais devenue une marionnette, j'étais son esclave sexuel, il faisait ce qu'il voulait de moi. Violée de ses 12 à ses 14 ans par son entraîneur de tennis, le témoignage d'Angélique Cauchy n'est pas isolé. En France, ce sont 600 signalements de violences sexuelles qui ont été déclarés par des sportifs depuis 2 ans. Et pour 90% d'entre eux, les victimes sont des femmes. Cette statistique, Béatrice Barbus l'évoque dans son livre « Du sexisme dans le sport ». En effet, ces violences sexuelles s'ajoutent au sexisme parfois banalisé dans le sport et qui est déploré par l'ex-joueuse de handball. Du sexisme à tous les niveaux, partout, que l'on soit joueuse, que l'on soit dirigeante, que l'on soit entraîneuse, que l'on soit arbitre, que l'on soit agente. Il y a du sexisme partout et toutes les femmes qui ont une fonction sportive dans l'univers sportif connaissent ce genre de situation. Alors qu'il s'agisse de la tenue, du salaire ou de la couverture médiatique qui s'élève à 4% pour les femmes, les inégalités sont présentes. De la gymnastique au tennis en passant par le beach-volley, les femmes ne sont pas maîtresses de leur tenue. Des problématiques qui sont soulevées dans la série documentaire de Camille Jusa, Toutes musclées. Une série Arte qui raconte l'histoire du sport au féminin. Et rendez-vous donc dans une demi-heure pour débattre sur le film Toutes musclées en présence des réalisatrices. Et pourquoi pas s'essayer au slam pendant votre venue au festival ? Vous connaissez sûrement le slam avec les textes de Grand Corps Malade, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la liaison entre la poésie et la créativité. Nafida, Abdillah, éclairez-nous. Pourquoi apprendre à slammer dans un salon du livre ? Figurez-vous, Faustine, que slam et livre ont toujours été étroitement liés. Depuis sa création en 1986, cet art oratoire a su trouver sa place dans la poésie grâce à leur point commun, les mots. Et tout comme la poésie, le slam permet aussi l'expression de nos émotions les plus profondes et sincères sous le prisme de l'art oratoire. Pour Djoliba, slameuse professionnelle, cette pratique est une véritable porte d'entrée vers l'écriture. Cet atelier et les divers ateliers slam permettent de dédiaboliser l'écriture parce que souvent les personnes se disent « oh, il faut écrire, etc. etc. » alors que l'écriture, c'est très très simple à partir du moment où on se laisse un petit peu aller, où on se fait confiance. L'atelier slam, dans l'écriture en elle-même, permet de libérer la parole et amener les participants à se libérer. Libérer la parole, c'est en tout cas ce que ces festivaliers ont tenté de nous transmettre au travers de ces courtes démonstrations. Tout est cassé, t'as déjà fait de moi ton passé, tout est cassé. On riait tellement que je fais plus partie du présent, comme 2 enfants. Et à chaque fois tu cours, mais je te rattrape toujours. L'humanité n'a plus de cœur, je vois le monde qui tourne et qui change, et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le dimanche. Je suis amoureux et je vois pas qui ça regarde, à part moi et celui avec qui je partage mon lit le soir. Je l'aime, on slalome entre les insultes et les blagues. Dire qu'il n'y a peu de temps, je n'avais pas le droit de lui offrir une bague. Pour assister à l'atelier slam de Djoliba, rendez-vous à 10h au centre communal d'action sociale de Mointsartou. Et n'oubliez pas, l'inauguration du festival, c'est ce soir à 19h. Les bénévoles et les invités seront de la partie. L'entrée est gratuite, alors il ne manque plus que vous. C'est la fin de ce journal, merci pour votre écoute. On vous souhaite une très bonne journée et à demain.